La République de Platon, livre 6e, suite. Eh bien, quelle différence y a-t-il entre cet homme et celui qui fait consister la sagesse à connaître les sentiments et les goûts d'une multitude composée de gens de toutes sortes, qu'il s'agisse de peinture, de musique ou de politique? Il est clair que si quelqu'un se présente devant cette foule pour lui soumettre un poème, un ouvrage d'art ou un projet d'utilité publique, et qu'il s'en rapporte sans réserve à son autorité, c'est pour lui une nécessité diomédéenne, comme on dit, de se conformer à ce qu'elle approuvera. Or, as-tu jamais entendu quelqu'un de ceux qui la composent prouver que ses œuvres sont belles autrement que par des raisons ridicules? Non, jamais, et je n'y compte guère. Tout cela étant bien compris, rappelle-toi ceci. Est-il possible que la foule admette et convoite que le beau en soi existe distinct de la multitude des belles choses, ou les autres essences distinctes de la multitude des choses particulières? Pas le moindre du monde. Par suite, il est impossible que le peuple soit philosophe. Impossible. Et il est nécessaire que les philosophes soient blâmés par lui, oui. Et aussi par ces particuliers qui se mêlent à la foule et désirent lui plaire, c'est évident. D'après cela, quelle chance de salut vois-tu pour le naturel philosophe qui lui permette de persévérer dans sa profession et d'atteindre son but? Conçois-le d'après ce que nous avons dit plus haut. Nous sommes convenus en effet que la facilité à apprendre, la mémoire, le courage et la grandeur d'âme appartiennent au naturel philosophe. Oui. Donc, dès l'enfance, ne sera-t-il pas le premier en tout, particulièrement si chez lui les qualités du corps répondent à celles de l'âme? Si, certainement. Or, quand il sera plus avancé en âge, ses parents et ses concitoyens voudront faire servir ses talents à leurs intérêts. Comment non? Ils déposeront à ses pieds supplications et hommages, captant et flattant par avance son pouvoir futur. D'ordinaire, en effet, cela se passe ainsi. Que veux-tu donc qu'il fasse en de telles conjonctures? Surtout s'il est né dans une grande cité, s'il est riche, noble, agréable et de belles prestances. Ne s'emplira-t-il pas d'un espoir démesuré, s'imaginant qu'il est capable de gouverner les Grecs et les barbares? Et là-dessus, ne va-t-il pas s'exalter, se gonfler de suffisance et d'orgueil, vide et insensé? Assurément. Et si lorsqu'il est disposé de la sorte, quelqu'un, s'approchant doucement, lui faisait entendre le langage de la vérité, lui disait que la raison lui manque et qu'il en a besoin, mais qu'il ne peut l'acquérir qu'en se soumettant à elle, crois-tu qu'au milieu de tant de mauvaises influences, il consentirait à écouter? Il s'en faut de beaucoup, répondit-il. Si pourtant, à cause de ses bonnes dispositions natives et de l'affinité de ses discours avec sa nature, il les écoutait, se laissait fléchir et entraîner vers la philosophie, que pensons-nous que fassent alors les autres, persuadés qu'ils vont perdre son appui et son amitié? Discours, actions ne mettront-ils pas tout en œuvre? Et auprès de lui, pour qu'il ne se laisse point convaincre, et auprès de celui qui veut le convaincre, pour qu'il ne le puisse, soit en lui tendant secrètement des pièges, soit en le traduisant publiquement devant les tribunaux? Il y a grande nécessité, dit-il. Eh bien, se peut-il encore que ce jeune homme devienne philosophe? Non pas. Tu vois donc, repris-je, que nous n'avions pas tort de dire que les éléments qui composent le naturel philosophe, quand ils sont gâtés par une mauvaise éducation, le font déchoir en quelque sorte de sa vocation, et aussi ce qu'on appelle les biens, les richesses et les autres avantages de ce genre. Non, nous n'avions pas tort. Telle est, ô merveilleux ami, dans toute son étendue, la corruption qui perd les meilleures natures, faite pour la meilleure des professions, et par ailleurs si rare comme nous l'avons remarqué. C'est de pareils hommes que sortent et ceux qui causent les plus grands maux aux cités et aux particuliers, et ceux qui leur font le plus de bien quand ils suivent la bonne voie. Mais un naturel médiocre ne fait jamais rien de grand en faveur ou au détriment de personnes, simples particuliers ou cités. Rien de plus vrai.
Donc ces hommes nés pour la philosophie, s'en étant éloignés, et l'ayant laissée seule et inféconde, pour mener une vie contraire à leur nature et à la vérité, d'autres, indignes, s'introduisent auprès de cette orpheline abandonnée de ses proches, la déshonorent et lui attirent les reproches dont tu dis que la charge ses détracteurs. À savoir que, de ceux qui ont commerce avec elle, certains ne sont bons à rien, et la plupart méritent les plus grands maux. C'est bien en effet ce qu'on dit. Et non sans raison, poursuivis-je, car voyant la place inoccupée mais pleine de beaux noms et de beaux titres, des hommes de rien à la manière des échappés de prison, qui se réfugient dans les temples, désertent avec joie leur profession pour la philosophie, alors qu'ils sont très habiles dans leur petit métier. Aussi bien par rapport aux autres arts, la philosophie, même à l'état où elle est réduite, conserve-t-elle une éminente dignité qui la fait rechercher par une foule de gens de nature inférieure, et chez qui l'exercice d'un métier mécanique a usé et mutilé l'âme en même temps que déformé le corps. Et cela n'est-il pas inévitable? Si fait. Allez voir, ne dirais-tu pas quelques forgerons chauves et de petite taille, qui ayant gagné de l'argent et s'étant récemment libéré de ses fers, cou Robin s'y décrasse, revêt un habit neuf, et paraît comme un fiancé va épouser la fille de son maître, que la pauvreté et l'isolement ont réduite à cette extrémité? C'est bien cela. Or quels enfants naîtront vraisemblablement de pareils époux? Des êtres bâtards et chétifs? Nécessairement. Eh bien ces âmes indignes de culture, lorsqu'elles approcheront de la philosophie, et auront avec elles un indigne commerce, quelles pensées et quelles opinions selon nous produiront-elles? Des sophismes, n'est-ce pas, pour les appeler de leur vrai nom, rien de légitime, rien qui enferme une part d'authentique sagesse. Très certainement, dit-il. Bien faible ô Adimante reste donc le nombre de ceux qui peuvent avoir dignement commerce avec la philosophie. Peut-être quelques nobles caractères formés par une bonne éducation et sauvés par l'exil, qui en l'absence de toute influence corruptrice demeure fidèle à sa nature et à sa vocation, ou quelques grandes âmes nées dans une humble cité, qui méprisent et dédaignent les charges publiques. Peut-être encore quelques rares et heureux naturels qui désertent pour aller à la philosophie une autre profession qu'à bon droit il estime inférieure. Le frein de notre camarade Théagès peut aussi en retenir quelques-uns. Théagès en effet a été doté de toutes les qualités qui éloignent de la philosophie, mais les soins que réclame son corps maladif le tiennent à l'écart de la vie politique. Quant à nous, il ne convient guère que nous parlions de notre signe démonique, car il est douteux qu'on en puisse trouver un autre exemple dans le passé. Or parmi ce petit nombre, celui qui est devenu philosophe et a goûté la douceur et la félicité que procure la possession de la sagesse, qui a bien vu la folie de la multitude, et qui n'est pour ainsi dire personne qui fasse rien de sensé dans le domaine des affaires publiques, celui qui sait qu'il n'a point d'allié avec qui il pourrait se porter au secours de la justice sans se perdre, mais qu'au contraire, comme un homme tombé au milieu de bêtes féroces, se refusant à participer à leurs crimes, et par ailleurs incapable de résister seul à ces êtres sauvages, il périrait, avant d'avoir servi sa patrie et ses amis, inutile à lui-même et aux autres. Pénétré de ses réflexions, il se tient en repos et s'occupe de ses propres affaires. Semblable au voyageur qui, pendant un orage, alors que le vent soulève des tourbillons de poussière et de pluie, s'abrite derrière un petit mur, il voit les autres souillés d'iniquité, et il est heureux s'il peut vivre sa vie d'ici-bas, pur lui-même d'injustice et d'actions impies, et la quitter souriant et tranquille avec une belle espérance. En vérité, dit-il, il ne s'en ira point sans avoir accompli de grandes choses. Oui, mais il n'aura pas rempli sa plus haute destinée, faute d'avoir rencontré un gouvernement convenable. Dans un gouvernement convenable, en effet, le philosophe va grandir encore et assurer le salut commun en même temps que le sien propre. Or donc, sur la cause et l'injustice des accusations élevées contre la philosophie, nous avons, ce semble, assez discouru, à moins qu'il ne te reste quelque chose à dire. Non, je n'ai rien à ajouter sur ce point.
Mais parmi les gouvernements actuels, quel est celui qui, selon toi, convient à la philosophie ? Aucun, répondis-je. Je me plains précisément de ne trouver aucune constitution politique qui convienne au naturel philosophe. Aussi le voyons-nous s'altérer, se corrompre, de même qu'une semence exotique confiée au sol hors de son pays d'origine perd d'ordinaire sa force et passe, sous l'influence de ce sol, de son type propre au type indigène. Ainsi le caractère philosophe perd sa vertu et se transforme en un caractère tout différent. Mais s'il venait à rencontrer un gouvernement dont l'excellence répondit à la sienne, on verrait alors qu'il est vraiment divin et qu'il n'est rien que d'humain dans les autres natures et les autres professions. Tu me demanderas évidemment après cela quel est ce gouvernement. Tu te trompes, car je n'allais pas te poser cette question, mais te demander si c'est celui dont nous avons tracé le plan ou bien un autre. Celui-là même, dis-je, à un point près. Nous avons, à la vérité, déjà dit qu'il fallait que fût conservé dans la cité l'esprit de la Constitution dont tu t'es inspiré, toi législateur, pour établir les lois. Nous l'avons dit. Mais nous n'avons pas suffisamment développé ce point, dans la crainte des objections que vous nous avez faites, nous montrant que la démonstration en serait longue et difficile. D'autant plus que ce qui nous reste à expliquer n'est pas facile du tout. De quoi s'agit-il ? De la manière dont la cité doit traiter la philosophie pour ne point périr. Aussi bien toute grande entreprise ne va pas sans péril, et comme on dit, les belles choses sont en vérité difficiles. Achève cependant ta démonstration en éclaircissant ce point. Si je n'y parviens pas, repris-je, ce ne sera pas la mauvaise volonté, mais l'impuissance qui m'en empêchera. Je te fais juge de mon zèle. Vois d'abord avec quelle audace et quel mépris du danger j'avance que la cité doit adopter à l'égard de cette profession une conduite opposée à sa conduite actuelle. Comment donc ?